nous entreprenons maintenant le 4e module, soit celui qui porte sur les décisions rendues par la Commission d'examen des troubles mentaux. Pour rendre ces décisions, la Commission d'examen se réfère à l'article 672.54 du Code criminel qui se lit comme suit. Dans le cas où une décision est rendue au titre du paragraphe 672.45.2 de l'article 672.47, ces articles réfèrent au verdict qui est rendu par la Cour de juridiction criminelle et elle a rendu à ce moment-là soit une décision ou n'en a pas rendu. Du paragraphe 672.64.3, c'est le cas où un accusé a été déclaré à haut risque, ou des articles 672.83 ou 672.84. Ces articles nous réfèrent aux décisions de révision, soit dans le cas de verdict de non-responsabilité criminelle, d'inaptitude ou encore il y a une déclaration d'accusé à haut risque. Alors, le tribunal ou la commission d'examen rend en prenant en considération, d'une part, la sécurité du public, qui est le facteur prépondérant, et d'autre part, l'état mental de l'accusé, sa réinsertion sociale et ses autres besoins, celle des décisions ci-après qui est nécessaire et indiquée dans les circonstances. Une première décision possible, et ce n'est que dans le cas d'un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux qui a été rendu à l'égard de l'accusé, la commission peut rendre une décision portant libération inconditionnelle de celui-ci si le tribunal ou la commission est d'avis qu'il ne représente pas un risque important pour la sécurité du public. Elle peut également rendre une décision portant libération de l'accusé sous réserve des modalités que le tribunal ou la commission juge indiquées. Et comme troisième décision, elle peut rendre une décision portant détention de l'accusé dans un hôpital sous réserve des modalités que le tribunal ou la commission juge indiquées. Cette disposition se lit ainsi depuis le 11 juillet 2014. En effet, à cette date, le Code criminel a connu plusieurs modifications législatives, dont le contenu de cette disposition. Les changements majeurs sont les suivants. Avant le 11 juillet 2014, la disposition prévoyait que la CETM devait rendre la décision la moins sévère et la moins privative de liberté. Cette phrase a été remplacée par la décision nécessaire et indiquée dans les circonstances. Puis, lorsque la CETM rend une décision, elle doit prendre en considération 4 facteurs, soit la sécurité du public, l'état mental de l'accusé, les besoins de l'accusé, dont le besoin de traitement, et la nécessité de favoriser la réinsertion sociale de l'accusé, qui est le résultat souhaité. La sécurité du public est devenue le facteur prépondérant par rapport aux autres facteurs dont la CETM doit tenir compte. En résumé, nous pouvons retenir ce qui suit. L'avocat devra faire des représentations à la CETM sur les 3 éléments suivants. D'abord, il devra faire des représentations sur l'importance du risque que représente l'accusé pour la sécurité du public, le facteur prépondérant, sur l'état mental de l'accusé au moment de l'audience et les besoins de l'accusé, notamment en matière de réinsertion sociale, dont de réadaptation. Mais qu'est-ce qu'un risque important? L'article 672.5401 du Code criminel définit ce qu'est un risque important pour la sécurité du public. Cet article existe depuis le 11 juillet 2014 et se lit comme suit. Pour l'application de l'article 672.54, un risque important pour la sécurité du public s'entend du risque que courent les membres du public, notamment les victimes et les témoins de l'infraction, et les personnes âgées de moins de 18 ans, de subir un préjudice sérieux, physique ou psychologique, par suite d'un comportement de nature criminelle, mais non nécessairement violent. Cet article reprend les enseignements antérieurs de la Cour suprême du Canada, qui ajoutent les éléments suivants. Le risque grave s'entend d'un préjudice potentiel qui est plus qu'ennuyeux ou insignifiant. Un risque minime de préjudice grave ne suffit pas, non plus qu'un risque élevé qu'un préjudice minime.
Également, le risque que l'accusé commette une infraction criminelle grave doit être prévisible et substantiel. Il ne doit pas être purement hypothétique ou basé sur une inquiétude ou une spéculation. Il doit être certain et direct. Il doit être étayé par la preuve. Également, les notions de risque important et de dangerosité sont un même concept. Également, la CETM ne peut imposer ou maintenir des conditions de libération par simple mesure de protection ou pour assurer que l'accusé se conformera à son plan de soins. Finalement, la maladie mentale en soi ne fait pas foi du caractère de dangerosité d'une personne. Passons maintenant à la notion de l'état mental. L'article 672.54 du Code criminel, dont la CETM doit tenir compte pour rendre ses décisions, ne décrit pas ce qu'est l'état mental. Et cette notion n'est pas non plus définie dans le Code criminel. Il faut donc se référer à la jurisprudence pour tenter d'en tirer une conclusion. La Cour suprême, dans l'affaire R contre Owen, reconnaît que la notion de l'état mental a une portée beaucoup plus étendue que celle de troubles mentaux. Elle écrit que l'absence de troubles mentaux, au moment où la commission d'examen voit l'accusé, ne conduit pas automatiquement à la libération inconditionnelle de l'accusé, alors que la présence de troubles mentaux est une condition essentielle du verdict de non-responsabilité criminelle au sens des articles 16 et 672.34 du Code criminel. Il est donc important de distinguer ces deux notions. Nous débutons avec la notion de troubles mentaux, qui est définie à l'article 2 du Code criminel comme étant toute maladie mentale. La Cour suprême, dans l'affaire Cooper contre la Reine, a défini la maladie mentale comme suit. En bref, on pourrait dire qu'au sens juridique, maladie mentale comprend toute maladie, tout trouble ou tout état anormal qui affecte la raison humaine et son fonctionnement, à l'exclusion toutefois des états volontairement provoqués par l'alcool ou les stupéfiants et des états mentaux transitoires comme l'hystérie ou la commotion. Afin d'appuyer une défense d'aliénation mentale, la maladie doit, bien sûr, être d'une intensité telle qu'elle rende l'accusé incapable de juger la nature et la qualité de l'acte violent ou de savoir qu'il est mauvais. Cette définition est toujours retenue à ce jour. À sa lecture, nous pouvons constater que la notion de troubles mentaux comprend une dimension médicale très importante et nous rappelons qu'elle est applicable au moment du prononcé du verdict. La CETM intervient après le prononcé du verdict et son mandat premier est d'évaluer le risque que représente l'accusé pour la sécurité du public en fonction de son état mental. La Cour suprême mentionne que la CETM doit, dans son analyse, tenir compte de toutes les circonstances propres à l'accusé, dont son état mental général et la nécessité de protéger le public face aux personnes dangereuses. Pour aider à la compréhension, nous vous référons à l'affaire Owen. Dans ce dossier, il a été retenu de la preuve que l'accusé souffrait d'un trouble de la personnalité antisociale, exacerbé par l'abus d'alcool et d'autres drogues. L'état de psychose paranoïde présent au moment des événements délictuels avait été déclenché par l'abus d'amphétamines. Au moment de l'audience devant la CETM, l'accusé présentait une réticence à renoncer à ses habitudes de consommation de drogue. Il a d'ailleurs été démontré que l'accusé avait recommencé récemment à consommer de la cocaïne. Considérant la capacité de l'accusé de se livrer à des actes de violence lorsqu'il prend de la drogue, la CETM était donc justifiée de ne pas libérer inconditionnellement l'accusé. Bien qu'il n'y avait pas de maladie mentale, l'accusé a été gardé sous la compétence de la CETM en raison de son problème de consommation de drogue qui avait un effet sur son état mental et l'amenait à poser des gestes de violence. Après avoir considéré les facteurs à évaluer pour rendre une décision, nous en arrivons maintenant à identifier où nous pouvons retrouver ces éléments de preuve et
quels sont ces éléments de preuve? L'évaluation du risque que représente l'accusé pour la sécurité du public se fait à 3 niveaux, en tenant compte des critères juridiques, de la preuve médicale et d'un volet psychosocial en vue de la réinsertion sociale de l'accusé. Tous les documents déposés au dossier de l'accusé font partie de la preuve. Nous pouvons les résumer ainsi. Il y a les documents émanant de la Cour de juridiction criminelle, identifiés lors de la transmission du verdict prononcé, ainsi que les documents émanant des autorités policières, les rapports psychiatriques du médecin traitant, tant celles de l'audience en cours que des audiences précédentes, tout rapport de contre-expertise, ce qui est rare dans la pratique, tout document pertinent concernant l'état de l'accusé, dont on parle de rapports ou notes de l'équipe des soins infirmiers, du service social, de la neurologie, de la psychologie, de l'ergothérapie, de la toxicomanie. Également, nous allons tenir compte de l'ensemble des pièces déposées au dossier de l'accusé lors des audiences antérieures, y compris les décisions et les motifs, les témoignages entendus à l'audience, dont du médecin traitant, des membres de l'équipe traitante ainsi que de l'accusé, la déclaration de la victime, le cas échéant, et ce seulement dans le cas du verdict de non-responsabilité criminelle, et tout autre élément considéré pertinent par la commission d'examen, dont des lettres, correspondances, courriels, etc. Les rapports des membres de l'équipe traitante sont déposés en général le jour de l'audience ou quelques jours avant, considérant que la CETM doit obtenir les renseignements concernant l'état mental de l'accusé les plus contemporains possibles à la date de l'audience. La CETM demande qu'il soit écrit et suffisamment complet pour lui permettre d'apprécier l'ensemble des problématiques soulevées et de prendre la décision adéquate. Du point de vue juridique, le président délégué s'assure du bon déroulement de l'audience et du maintien du décorum. Il se préoccupe plus particulièrement de l'administration de la preuve, de l'application des principes juridiques et s'assure d'avoir en main tous les éléments pertinents pour que les juges administratifs puissent rendre une décision. Il a un intérêt particulier pour les éléments suivants. D'abord, la nature des accusations et les circonstances dans lesquelles l'infraction à l'origine du verdict a été commise. Également, les antécédents judiciaires et de violence, ainsi que la nature des actes violents qui peuvent permettre de cerner une certaine tendance comportementale. Il aura également un intérêt pour l'autocritique de l'accusé, tant à l'égard des circonstances des délits ayant mené au verdict de non-responsabilité criminelle qu'aux autres antécédents judiciaires. Finalement, il aura un intérêt pour la survenance ou non de d'autres gestes délictuels ou violents depuis le verdict ou la dernière audience devant la CETM. Maintenant, je vais passer la parole à ma collègue, Dr Quintal, qui vous entretiendra sur le volet psychiatrique. Concernant le volet psychiatrique, dans son évaluation, le juge administratif psychiatre a un intérêt particulier pour les éléments suivants. Tout d'abord, le diagnostic et la réponse au traitement de l'accusé, en tenant compte de son histoire psychiatrique et du degré de sévérité de la maladie. Dans les faits, ce n'est pas tant le diagnostic qui compte, mais les symptômes présents et leurs impacts sur le jugement de l'accusé et sur son fonctionnement. Ces symptômes peuvent généralement être gérés par la prise d'une médication psychotrope. Cette médication ne guérira généralement pas la maladie, mais contrôlera les symptômes. Malheureusement, la médication donne souvent des effets secondaires indésirables qui pourront rendre la fidélité au traitement au long cours parfois difficile pour l'accusé. Une attention particulière sera donc mise sur la prise de la médication, son acceptabilité et sa tolérance. Une bonne collaboration aux soins offerts et la motivation de l'accusé à observer son plan de traitement permettent de diminuer grandement le risque lié à la maladie. Le deuxième élément est le degré d'autocritique, c'est-à-dire la capacité pour l'accusé de reconnaître qu'il a une maladie et les symptômes qui y sont associés.
Les personnes atteintes d'un trouble mental peuvent apprendre à identifier les symptômes de la maladie et trouver les moyens de les gérer de façon adéquate. Par exemple, elles peuvent être en mesure de reconnaître que les voix qu'elles entendent sont liées à des hallucinations auditives apportées par la maladie. Dans ce cas, elles peuvent également reconnaître que prendre la médication diminue les voix. Elles peuvent apprendre également à les gérer en allant prendre une marche, en écoutant de la musique ou demander de l'aide lorsque celles-ci deviennent trop envahissantes. Dans ce cas, même si le symptôme ayant été à l'origine de l'acte criminel est encore présent, l'accusé peut ne plus représenter de risque pour la sécurité du public. Un troisième élément est la gestion au long cours de la maladie. En effet, même si l'accusé reconnaît avoir une maladie, il n'est pas dit que cette reconnaissance sera présente tout au long de sa vie. Une caractéristique de l'autocritique est son caractère fluctuant. Celle-ci a tendance à diminuer, voire à disparaître, lorsque la maladie est davantage présente. De là l'importance de connaître les signes précurseurs de la maladie, c'est-à-dire ceux qui peuvent prévenir la rechute. À ce moment-là, l'accusé peut agir en amont et éviter la rechute qui pourrait conduire à de nouveaux actes criminels. Comme la maladie peut être insidieuse, il est important que l'accusé puisse compter sur un entourage qui pourra suppléer au manque d'autocritique, tels que les membres de sa famille, des amis, un conjoint ou des intervenants en qui il a confiance. En résumé, les juges administratifs veulent savoir si l'accusé reconnaît avoir une maladie, s'il est capable d'identifier les symptômes, s'il collabore au plan de soins proposé par son médecin et par l'équipe traitante, et finalement, s'il est capable de demander de l'aide rapidement lors d'une rechute. Le quatrième élément, l'impact de la consommation. La propension de l'accusé à consommer de l'alcool ou des stupéfiants, ainsi que l'effet de cette consommation sur l'état mental de l'accusé et son comportement, influence grandement le risque de dangerosité. En effet, il est reconnu que la consommation active augmente le risque de rechute du trouble mental tout en augmentant l'impulsivité et l'imprévisibilité de l'accusé. La reconnaissance du problème par l'accusé et son engagement dans la recherche de solutions permettra de diminuer le risque qui y est associé. Finalement, les recommandations de l'équipe traitante. Un élément très important dans l'évaluation du risque se retrouve dans les résultats des évaluations des professionnels qui ont examiné l'accusé, tels que le médecin, le psychologue, le travailleur social, le neuropsychologue, l'éducateur spécialisé ou les autres intervenants, et surtout leurs recommandations sur les mesures à mettre en place et la disponibilité des ressources pour assurer la protection du public et répondre aux besoins de l'accusé, notamment en ce qui a trait à sa réinsertion sociale. Plusieurs de ces éléments se retrouvent dans le rapport et le témoignage du médecin traitant. Ce rapport et ce témoignage occupent une place très importante dans la preuve. Le rôle du médecin traitant est de faire une présentation la plus complète possible de l'état de l'accusé. Le médecin traitant ne témoigne pas à titre d'expert, mais à titre de témoin ordinaire, car il est mandaté par une partie, soit le responsable de l'hôpital. Bien que la CETM ne soit pas liée par son opinion et ses recommandations, si elle s'en écarte, elle doit bien sûr les motiver dans sa décision. Idéalement, le rapport du médecin traitant devrait contenir les éléments suivants. Une évaluation psychiatrique complète de l'accusé, incluant les antécédents psychiatriques et médicaux, une évaluation de l'état mental précisant la présence ou non de symptômes de la maladie, la présence d'autocritique de l'accusé et son jugement, la présence ou non d'une ordonnance de garde en établissement ou une ordonnance de soins et ou d'hébergement, les évaluations psychologiques qui auront été faites lors de son hospitalisation, les antécédents psychosociaux, la description du comportement de l'accusé, dont sa collaboration avec l'équipe,
ses réactions aux frustrations, la présence ou non d'impulsivité ou d'agressivité, les antécédents de violence et la présence de consommation de drogue ou d'alcool et la gestion de cette problématique. On devra retrouver également le plan de soins de l'équipe traitante et l'analyse du risque que l'accusé peut représenter pour la sécurité du public, notamment en identifiant les facteurs de risque. Bien sûr, on doit y retrouver son opinion et ses recommandations à la CETM quant à la dangerosité de l'accusé, quant aux mesures à mettre en place pour assurer la protection du public et répondre aux besoins de l'accusé, notamment en ce qui a trait à sa réinsertion sociale. Dans le cas d'un accusé déclaré à haut risque, le médecin traitant devra également se prononcer sur la probabilité que cet accusé use de violence d'une façon qui pourrait mettre en danger la vie ou la sécurité d'une autre personne. Mon collègue, M. Audet, poursuivra avec le volet psychosocial de l'évaluation. Au-delà du trouble mental, la CETM doit également porter une attention particulière aux aspects psychosociaux en vue de la réinsertion sociale de l'accusé. Pour ce faire, elle considérera les facteurs de risque reconnus en termes de violence, comme ceux qu'on définit dans différentes échelles connues d'évaluation du risque, mais également des facteurs de protection. Parmi les facteurs de risque de dangerosité envers autrui, il importe de tenir compte de la présence ou de l'absence de gestes de violence antérieurs chez l'accusé, de l'historique de ces actes violents, le cas échéant, que ce soit envers d'autres patients, des co-résidents, colocataires, des propriétaires, voisins, policiers, conjoints ou conjointes, membres de la famille, inconnus ou encore envers des membres de l'équipe traitante ou d'autres intervenants. D'une instabilité des relations intimes, de problèmes reliés à l'emploi, de problèmes de toxicomanie ou d'alcoolisme, d'un trouble de personnalité, notamment une personnalité antisociale, des éléments de délinquance, d'inadaptation au cours de la jeunesse de l'accusé, d'échecs antérieurs d'intervention et de surveillance dans la collectivité, par exemple en lien avec des conditions imposées par la CETM lors d'une détention ou d'une libération avec modalité. D'une autocritique limitée ou absente de l'accusé par rapport à son état mental, à la nécessité du traitement et au suivi par l'équipe traitante. D'attitudes négatives par rapport au traitement et au plan social. D'impulsivité, d'irritabilité, de faible tolérance aux frustrations, d'inefficacité du traitement ou des interventions de l'équipe traitante, de projets irréalistes de la part de l'accusé, d'exposition à des facteurs déstabilisants, par exemple l'accès à des substances psychoactives, de manque de soutien personnel, d'inobservance du traitement et des mesures d'intervention de l'équipe traitante, et enfin de facteurs de stress, par exemple une instabilité résidentielle, occupationnelle ou de travail avec l'entourage, etc. À l'inverse, la CETM doit également tenir compte des facteurs qui ont un effet potentiel de protection pour l'accusé, mais pour la société qui l'entoure. J'en nomme quelques-unes. Une bonne connaissance et une bonne autocritique de l'accusé par rapport à son état mental, à la médication et au suivi par l'équipe traitante. Une bonne fidélité à la médication et aux interventions de l'équipe traitante. Un bon contrôle de la condition psychiatrique. Une bonne tolérance aux frustrations. Un bon contrôle de la colère et de l'impulsivité. Une absence de recours aux drogues ou d'abus d'alcool. Une participation active à un programme thérapeutique concernant la toxicomanie s'il y a lieu. Un bon réseau de soutien, que ce soit la famille, le conjoint, la conjointe, des amis, des voisins, compagnons de travail,
intervenant de l'équipe traitante ou encore une ressource d'hébergement adéquate. Une absence d'influence néfaste de la part de l'entourage, que ce soit au niveau des drogues, d'actes délinquants, de manipulation ou encore d'abus. Une disponibilité des ressources de réinsertion sociale adaptées à la situation de l'accusé. La participation de l'accusé à des activités thérapeutiques spécialisées en vue de contrer la passivité, de favoriser l'éducation de l'accusé à propos de sa maladie et de son traitement. Un lieu de résidence adéquat, un encadrement suffisant et bien accepté, la recherche ou l'accessibilité à un emploi, ne serait-ce qu'à temps partiel, un groupe positif d'activités sociales au niveau de sport ou de loisirs, une bonne gestion du stress, par exemple, une absence d'endettement important et une stabilité résidentielle, des projets réalistes et un passage à l'action en ce sens, et finalement, une bonne alliance thérapeutique avec les membres de l'équipe traitante. Bref, la Commission tiendra compte de l'état de santé actuel de l'accusé, dont son état mental, ses ressources, sa capacité d'adaptation, son autonomie ou son besoin d'encadrement, ses projets pour l'avenir, les services de soutien dont il peut se prévaloir au sein de la collectivité, dont le soutien familial et social, ainsi que ses chances de réadaptation. Nous abordons maintenant les décisions qui peuvent être prises par la Commission d'examen des troubles mentaux selon la situation, soit que l'accusé est l'objet d'un verdict de non-responsabilité criminelle, soit qu'il est l'objet d'une déclaration d'accusé à haut risque, ou encore il est l'objet d'un verdict d'inaptitude à subir son procès. Nous allons d'abord parler du cas où les accusés sont l'objet d'un verdict de non-responsabilité criminelle. Dans ce cas, le verdict de non-responsabilité criminelle est à l'effet que l'accusé qui a commis l'acte ou l'omission qui a donné lieu à l'accusation était atteint de troubles mentaux, mais ça a comme conséquence qu'il est dégagé de la responsabilité criminelle. On retrouve cette définition-là à l'article 672.1, alinéa 1 du Code criminel. Lorsqu'un accusé fait l'objet d'un verdict de non-responsabilité criminelle, il n'est pas déclaré coupable de l'accusation contre lui et il n'est pas condamné non plus. Et il n'y aura aucune peine qui ne lui sera infligée. Lorsque nous avons un cas où l'accusé est l'objet d'un verdict de non-responsabilité criminelle, la question que la CETM a à trancher est à savoir l'importance du risque que l'accusé représente pour la sécurité du public en raison de son état mental au moment de l'audience et décider, le cas échéant, des mesures à prendre afin d'assurer cette sécurité. Pour prendre ces décisions, la CETM doit tenir compte de l'objectif général de la partie 20.1 qui est de protéger le public tout en tentant de restreindre le moins possible le droit à la liberté de l'accusé. Une première décision qui est possible, c'est la libération inconditionnelle. Elle est rendue dans le cas où la Commission est d'avis que l'accusé ne représente pas un risque important pour la sécurité du public ou si elle ne peut conclure avec certitude qu'il représente un risque important. Une deuxième décision possible est la libération conditionnelle. Elle est rendue dans le cas où la Commission conclut que l'accusé représente toujours un risque important pour la sécurité du public, mais que ce risque sera diminué suffisamment si l'accusé se soumet aux conditions qu'elle estime nécessaires de lui imposer et qu'elle a des motifs sérieux de croire que l'accusé se soumettra à ces conditions. La CETM dispose d'une grande latitude quant aux conditions qu'elle peut fixer. L'article 672.542 du Code criminel prévoit particulièrement que la CETM peut émettre des ordonnances et fixer des conditions relativement à la sécurité de toute personne, en particulier celle des victimes, des témoins et des personnes associées au système judiciaire.
Relativement aux besoins de traitement de l'accusé, la Cour suprême du Canada s'est penchée sur l'étendue des pouvoirs de la CETM relativement au traitement médical dans l'arrêt Mazzei. Nous retenons de cet arrêt les enseignements suivants. La CETM a le pouvoir de rendre des décisions et de fixer des modalités qui lient toutes les parties intéressées, y compris les autorités hospitalières. Également, la CETM ne peut prescrire ni imposer un traitement médical particulier à un accusé. C'est ce qui ressort de la première partie de l'article 672.55 alinéa 1 du Code criminel. Toutefois, selon la deuxième partie de ce même article, la CETM peut fixer des modalités relativement à un traitement médical ou à sa supervision pour s'assurer qu'un accusé non responsable criminellement ait la possibilité de recevoir un traitement médical approprié et efficace, de façon à réduire le risque qu'il représente pour la sécurité du public et à faciliter sa réadaptation et sa réinsertion sociale. Ainsi, si le traitement déjà approuvé par l'autorité hospitalière a permis l'amélioration de l'état de l'accusé et le contrôle dans sa dangerosité, la Commission peut, si elle l'estime raisonnable et nécessaire, décider de libérer l'accusé ou, s'il est en détention, lui accorder des sorties sans accompagnement hors de l'hôpital désigné, mais avec condition pour l'accusé de continuer à suivre le traitement entrepris ou recommandé par son médecin traitant. Si l'accusé refuse de suivre le traitement, la Commission peut, si elle considère que ce traitement est nécessaire pour assurer la sécurité du public, refuser de le libérer ou lui interdire toute sortie. La CETM peut également émettre des ordonnances et fixer des conditions qui lui permettent de superviser le traitement médical et les progrès cliniques d'un accusé. Elle peut exiger des autorités de l'hôpital et de leur personnel qu'ils remettent en question et réexaminent les diagnostics et la médication antérieure ou actuelle en procédant à un nouvel examen global exhaustif du diagnostic, de la médication ainsi que du plan de traitement, et qu'il explore d'autres programmes de traitement qui pourraient se révéler plus efficaces et mieux adaptés, obligeant ainsi les autorités de l'hôpital à justifier leur position devant une impasse thérapeutique. Elle peut aussi ordonner que lui soit fournie, en vue de la prochaine audience, une évaluation indépendante du risque que représente l'accusé pour le public. Les conditions les plus communes que la Commission impose à un accusé lorsqu'il est libéré sous réserve de certaines modalités sont habiter à un endroit connu du responsable de l'hôpital ou habiter à un endroit approuvé par le responsable de l'hôpital, se conformer au plan de traitement du médecin traitant, s'abstenir de consommer de l'alcool et ou toute drogue, s'abstenir de communiquer directement ou indirectement avec toute personne, par exemple les victimes, les témoins ou autres. Ces personnes sont identifiées dans la décision ou encore s'abstenir de se rendre dans un lieu identifié. Également, on peut demander à l'accusé de s'abstenir de posséder ou d'acquérir des armes, aviser la CETM de tout changement d'adresse dans un délai indiqué et garder la paix. Maintenant, dans les décisions de détention, elles peuvent être avec ou sans modalité. C'est une troisième décision possible et elle est rendue par la CETM dans les cas où elle conclut que le risque que l'accusé représente pour la sécurité du public ne pourrait pas être adéquatement contrôlé si celui-ci vivait en liberté dans la collectivité. Une décision de détention sans modalité se lit généralement comme suit: une détention sans possibilité de sortie, à moins d'être accompagné d'un membre du personnel de l'hôpital. Quant à la décision de détention avec des modalités, les modalités les plus communes sont les suivantes. Possibilité de sortie avec ou sans accompagnement, dont la durée, la fréquence et les modalités seront déterminées par l'équipe traitante en fonction de son état clinique, de son comportement et du plan de traitement. Une deuxième condition, les sorties peuvent inclure l'intégration dans un centre de thérapie
reliés à l'abus ou à la dépendance à des substances intoxicantes en milieu fermé. Dans ce cas, la CETM délègue au responsable de l'hôpital le pouvoir de libérer l'accusé aux fins spécifiques d'un séjour dans une telle ressource. Les sorties pourraient également inclure des essais d'intégration dans une ressource d'hébergement appropriée à l'état de l'accusé. Si l'intégration dans la ressource d'hébergement s'avère positive, la CETM devra être rappelée pour statuer en conséquence. Dans ces deux derniers cas, si l'accusé quitte le centre de thérapie ou la ressource d'hébergement ou en est expulsé, il reviendra en détention à l'hôpital aux mêmes conditions que celles décrites dans la décision rendue par la CETM. Et en cas de détention, un mandat de dépôt, en vertu de l'article 672.57 du Code criminel, est émis par le président délégué. Nous allons maintenant passer au cas où un accusé a été déclaré à haut risque.